Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour cette nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de ce lundi 3 mars. Décarboner les mobilités quotidiennes, un enjeu de taille en milieu urbain. Le gouvernement princier et la compagnie des autobus de Monaco y travaillent depuis quelques années en se fixant pour objectif une flotte de bus 100% électriques d'ici 2030. Vous découvrirez comment dans ce journal. Le soleil est de retour, longtemps attendu après des semaines de grisaille. Les éclaircies s'installent pour cette première semaine de mars. Comment expliquer cet effet yo-yo de la météo? Le spécialiste Paul Marquis nous éclairera à ce sujet. Puis nous irons à Paris où la compagnie des ballets de Monte-Carlo vient d'entamer une série de représentations dans la capitale française. Et enfin, Christian Venard sera notre invité ce soir. Avec lui, nous parlerons de l'état de santé du pape François alors que les fidèles s'apprêtent à entrer dans le temps du carême. Les bus électriques montent en puissance en Europe. En 2024, près d'un bus sur deux vendu était zéro émission. À Monaco, la transition est en marche depuis plusieurs années déjà. Le gouvernement princier et la compagnie des autobus de Monaco se sont fixés pour objectif d'avoir une flotte 100% électrique d'ici 2030. Une procédure qui prend du temps et qui demande un travail progressif. Coup d'œil sur toute la logistique qui en découle dans ce reportage signé Alban Gingembre et Camille Caloni. Dans le dépôt de la compagnie des autobus de Monaco, 12 nouveaux bus électriques. Mais s'ils sont bien là, ils ne sont pour autant pas encore tous mis en circulation. Pour cause, les véhicules sont livrés nus et doivent être complètement équipés pour être liés au réseau. On a une installation de tout l'équipement, ce qu'on appelle embarqué. Donc quand vous validez votre titre, il faut un appareil pour pouvoir le valider. Quand vous êtes en train de conduire, il y a un véhicule qui doit être surveillé par notre système de régulation pour que les bus arrivent en temps et en heure au niveau des arrêts. Dans le véhicule, vous avez donc le remplacement des rétroviseurs par ce qu'on appelle des caméras en rétrovision, donc rétro-gauche, rétro-droite. Et des aides à la manœuvre. Donc l'aide à la manœuvre, ce sont des caméras qui prennent le bus de dessus. Et on a un système très intéressant pour le conducteur qui est la vision 360 du véhicule. Donc c'est tout un algorithme de calcul qui fait en sorte de simuler une caméra à toute hauteur du véhicule qui permet pour les manœuvres, notamment dans les zones de parkage un peu exiguës qu'on a dans tout Monaco, ou l'approche d'un arrêt par exemple, dans des manœuvres comme celle-ci, d'être plus précis. Ces nouveaux bus sont donc un confort pour les conducteurs mais aussi pour les usagers. Ça fait moins de bruit en ville, c'est plus agréable pour les passagers principalement, pour les conducteurs également. Et on a quand même une consommation à surveiller au niveau des batteries, mais ça pollue moins qu'un véhicule thermique. D'ici la fin de l'année, la compagnie des autobus accueillera 13 véhicules électriques supplémentaires, soit 35 au total. L'objectif étant d'atteindre le double en 2030. En marge de la Journée internationale des droits des femmes qui aura lieu le 8 mars prochain, le centre hospitalier Princesse Grace se mobilise pour la santé des femmes. Des médecins et praticiens issus de diverses spécialités étaient présents aujourd'hui au marché de la Condamine pour un moment d'échange et d'information. Christine Dapetit était sur place avec Camille Caloni. Elles ont recueilli les témoignages de Céline Cotalorda, déléguée interministérielle pour les droits des femmes, et du ministre des Affaires sociales et de la Santé, Christophe Robineau. La santé des femmes a des particularités. Quand on parle maintenant plus d'endométriose, d'ostéoporose, ça fait vraiment partie des sujets où il y a parfois une inégalité entre les femmes et les hommes. C'est, on va dire, des pathologies moins connues. Donc c'est important de donner de l'information, de l'explication, que les femmes, mais aussi les hommes, prennent conscience de cela. Les parcours qui sont organisés au niveau du centre hospitalier et qui sont axés sur la santé féminine incluent un certain nombre de spécialités. Bien sûr, c'est évident, tout ce qui relève de la gynécologie et de temps en temps de l'obstétrique, mais aussi de l'endocrinologie, de la rhumatologie avec un problème très féminin, pas exclusivement féminin mais très féminin qui est celui de l'ostéoporose, et puis de la question de l'évolution de la vie de la femme qui est marquée par un certain nombre d'étapes endocriniennes. Et donc il était important de pouvoir formaliser un parcours dans lequel tous ces aspects de la vie de la femme étaient pris en compte. C'est chose faite avec ce parcours.
La météo nous jouerait-elle des tours ces derniers jours? Après un début d'année nuageux avec très peu d'éclaircies, un temps printanier vient de s'installer en principauté et ce tout au long de la semaine. Des températures en hausse au-dessus des normales de saison avant l'annonce d'une dégradation à partir de ce week-end. Comment expliquer ce changement de temps? Pour faire le point, Paul Marquis, météorologue, est en duplex avec nous. Bonsoir. Bonsoir. 15 degrés ressentis aujourd'hui au meilleur moment de la journée alors que nous étions sous les nuages la semaine dernière. À quoi joue la météo ces derniers jours? Ah ouais, c'est vrai que c'est un peu le yo-yo au niveau météorologique depuis pas mal de semaines maintenant. On a connu un début d'année 2025 très peu ensoleillé sur Monaco, puisqu'on accuse un déficit d'environ 20% d'ensoleillement en février, ce qui est quand même remarquable, 10% en janvier, donc ça fait à peu près 15% de déficit depuis le début de l'année. Donc on a eu un début d'année assez peu ensoleillé, maussade, avec pas mal de grisailles. Et là, le printemps revient, même arrive assez tôt pour la saison, il est vrai, puisque le printemps météo n'est pas encore pour demain. Donc on a effectivement une semaine qui sera très ensoleillée, très douce, températures qui seront 5 à 6 degrés au-dessus du moyenne de saison. Donc c'est vraiment le printemps qui débarque pour au moins une semaine. Et comment on peut expliquer cet effet yo-yo, comme vous le dites? Alors, en fait, on a connu effectivement un début d'année très maussade, puisque l'anticyclone des Açores, qui d'habitude nous couvre des perturbations, n'a pas été très présent. On a une autoroute de perturbations en flux d'ouest, donc on n'a pas eu d'autres pression. Donc mécaniquement, qui dit basse pression, dit effectivement nuages, pluie et averse. Et là, donc les hautes pressions reviennent jusqu'à samedi, donc là on aura du très beau temps, mais qui va laisser sa place à un temps maussade dès dimanche, avec a priori une zone méditerranéen qui va se produire sur la région PACA. D'un côté, on pourrait se dire aussi que c'est un temps de saison, parce qu'il ne faut pas l'oublier, on est toujours en hiver, hein. Ah oui, c'est vrai qu'on est toujours effectivement en hiver, même si depuis maintenant presque 10 ans, le mois de février est assez peu hivernal. C'est plus un mois qui appartient presque maintenant au printemps. Parfois, il fait plus frais en mars qu'en février. C'est quand même assez paradoxal, mais c'est une vérité depuis maintenant presque 10 ans. Donc les températures seront très douces pour cette semaine. Et depuis le début de l'année, on a un excédent d'environ 1,5 degré de plus par rapport aux moyennes des 30 dernières années en fait. Et il se dit qu'il y aurait une arrivée du sable du Sahara cette semaine, vous le confirmez? Oui, effectivement, donc on a effectivement un flux de sud. Donc qui dit flux de sud dit poussière désertique qui sont transportées depuis le Sahara vers la Méditerranée et vers la France. Donc ce nuage de particules sera plus dense côté ouest, côté sud-ouest de la France, un peu moins côté est. Donc on peut avoir un ciel parfois voilé, parfois teinté en jaune-orange, mais pas forcément au niveau de ce qu'on a connu il y a 2 ou 3 ans. Ce sera quand même un léger voile nuageux à cause des poussières du Sahara. On l'entend donc pour les prochains jours, une alternance de temps ensoleillé et d'un ciel nuageux. Mais quelle est la tendance pour les prochains mois? Est-ce qu'on arrive déjà à se projeter? Alors c'est quand même compliqué de faire des tendances saisonnières. Effectivement, on parle de tendance au-delà de J+10. Donc là, pour l'instant, les tendances saisonnières pour le printemps donneraient un printemps plutôt chaud. Ça, il y a peu de doute là-dessus. Entre +1 à +2 degrés sur mars, avril, mai. Au niveau des précipitations, on pourrait avoir une alternance entre de belles périodes ensoleillées et d'épisodes pluvieux de courte durée. Donc au niveau des pluies, on devrait être plus ou moins dans les moyennes de saison. Les températures seront au-delà des moyennes de saison. Et on va sûrement vers un été à nouveau très chaud dans le sud de la France. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Paul Marquis, pour toutes ces précisions. Merci à vous. Merci, à bientôt. Coup de projecteur à présent sur le Monaco Women Forum. Cette entité tend à promouvoir le rôle essentiel des femmes dans différents secteurs. À travers ses opérations, elle engage un dialogue avec des femmes éminentes ou inspirantes. Elle a organisé dernièrement un événement autour de l'environnement et la préservation des océans. Plus de détails dans ce reportage de Sarah Villemain et Thomas Deus. Pour cette 3e édition de la Monaco Women Network, l'Happy Hour était sur le thème de l'environnement avec la participation de Constanza Favilli au sujet du sanctuaire Pelagos. L'occasion de revenir sur la protection des cétacés et de leur environnement marin. Aujourd'hui, c'est le 3e. On aimerait bien continuer à en faire une fois par mois pour mettre en lumière le travail des femmes à Monaco et dans la région. Et pour créer un espace où les professionnels locaux peuvent se rencontrer, donner l'opportunité de créer de nouvelles collaborations entre les professionnels et découvrir des personnes qu'on ne découvrirait pas sinon dans la principauté. Cette fois-ci, Costanza, c'est une femme qu'on connaissait déjà d'avant et on connaît bien son travail. Ça a été une magnifique occasion pour faire connaître les sanctuaires Pelagos et ainsi pour faire connaître les métiers liés à la protection de la mer qui sont de plus en plus nombreux.
Afin de sensibiliser un maximum de personnes et en particulier les jeunes, le secrétariat permanent de l'association basée à Monaco organise de nombreux événements. Nous organisons des différentes activités. Ce sont des activités avec le jeune public la plupart du temps. Nous intervenons auprès des écoles, auprès des étudiants, même avec l'Université internationale de Monaco. Nous avons une collaboration en cours établie par un protocole d'entente et nous faisons des formations aussi pour toutes les parties prenantes qui œuvrent dans les sanctuaires parce que chacun a son rôle à jouer d'un point de vue individuel ou en tant que catégorie qui mène des actions concrètes dans les sanctuaires. Pour celles et ceux qui auraient manqué ce rendez-vous, le Monaco Women Forum revient le 21 mars au Méridien Beach Plaza, où 10 expertes de 7 pays différents évoqueront la conquête de l'espace. Il n'était pas revenu à Paris depuis 2019. Les ballets de Monte-Carlo sont en ce moment en tournée dans la capitale française jusqu'au 5 mars. La compagnie présente un programme inédit au Théâtre de la Ville à Châtelet, une création de Sharon Eyal et de Jean-Christophe Maillot, 2 pièces qui font le pont entre le classique et le contemporain. Le reportage sur place de Justin Hadel et Jérémy Henry. Comme chaque jour de représentation, les danseurs commencent à se préparer en fin de matinée. La classe a lieu sur les planches du théâtre. Un réveil musculaire important est nécessaire, encore plus en tournée. C'est vrai que c'est très intense, surtout avec ce programme. Alors en soi, le programme n'est pas très long, mais physiquement, il demande beaucoup de concentration aussi physique et le rythme est assez puissant, je dois dire, mais très agréable à la fois. Juliette joue le rôle principal dans la pièce chorégraphiée par Jean-Christophe Maillot. Comme elle, l'ensemble de la troupe a dû s'adapter à ce nouvel espace. Ces entraînements permettent d'ajuster, de modifier et d'améliorer les performances. C'est un environnement différent, une salle différente, un sol différent, un espace différent. Donc on doit aussi s'adapter à ça, changer quelques placements. La représentation commence par Autodance de Sharon Eyal, une première pièce hypnotique, saisissante. Le tout sous un rythme implacable et glaçant. La deuxième, Vers un paysage de Jean-Christophe Maillot, vient contraster avec la première. Dynamisme, technicité et combinaison chorégraphique de haute volée, ce ballet déborde d'ondes positives. C'est une réponse à la pièce de Sharon, je dirais un peu c'est de l'ombre à la lumière, c'est-à-dire de montrer que si on a un vocabulaire qui est différent l'un de l'autre, on peut avoir aussi les mêmes envies, c'est-à-dire travailler sur l'écriture du corps, sur la graphie, faire passer chez moi en tout cas un message de bien-être, de joie. C'est une pièce que j'avais fait pour mon père, qui était quelqu'un de très lumineux, qui était peintre, qui travaillait beaucoup sur la couleur, et de raconter un peu la folle énergie de cet homme qui était exceptionnel, qui m'a beaucoup guidé. C'est la première fois que les ballets de Monte-Carlo se produisent dans ce théâtre. Pourtant, son directeur y était déjà venu, avec un souvenir peu glorieux. Quand j'avais ma première compagnie à Tours, en 1986, je suis venu donner un spectacle ici qui s'appelait Juliette et Roméo. Et c'était en pleine vague de la création de la danse contemporaine française. Et je m'étais fait massacrer. Mais revenir dans ce théâtre et y présenter un spectacle, il y avait une sorte d'appréhension et puis peut-être, je sais pas, une petite blessure à combler, une cicatrice qui était nécessaire. Sold out sur toute la tournée, c'est un retour fracassant de Jean-Christophe Maillot au Théâtre de la Ville. Encore une fois, les ballets de Monte-Carlo font rayonner la principauté à l'international. Son excellence, devenue partie intégrante de sa réputation. Et la compagnie des ballets de Monte-Carlo a profité de sa présence à Paris pour se rendre à quelques pas du Théâtre de la Ville, au Centre Pompidou, pour découvrir les dernières expositions proposées à Beaubourg. Certaines de ces œuvres feront d'ailleurs partie de l'exposition estivale du Grimaldi Forum. Intitulée « Couleurs », elle retracera l'histoire moderne de la couleur à travers des œuvres phares du XXe siècle. Réalisée en collaboration avec le Centre Pompidou, cette exposition ouvrira ses portes le 8 juillet prochain. Culture toujours avec ce concert proposé à l'Auditorium René III hier et qui aura connu un large succès. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a interprété avec une distribution haut de gamme l'acte 2 de Tristan et Isolde de Richard Wagner. Une œuvre connue pour être la plus longue et la plus réussie des duos d'amour de l'opéra. Les détails de José Sacré
et Thomas Deus. Anja Campe, Isolde et Andreas Schlager, Tristan, dans l'acte 2 de Tristan et Isolde de Richard Wagner. C'était dimanche 2 mars dans un auditorium Régnier 3 archi-comble, un concert lyrique proposé par l'Opéra de Monte-Carlo en prélude au Printemps des Arts avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Philippe Jordan. Même si ce n'est pas toute une soirée d'opéra, hein, même un deuxième acte comme ça fait quelque chose. Hein. C'est un voyage, c'est une aventure qu'on vit ensemble et ça fait quelque chose avec tout le monde. Et cette soirée, c'était simplement extraordinaire. Ça m'a fait simplement plaisir. Le deuxième acte de Tristan, c'est extrêmement difficile, surtout pour tout le monde, mais surtout pour les cordes. Hein. C'est des concertos de violon, mais en groupe et tout ça. Et ils étaient très très bien préparés. Et ce qui est le plus important, ils adorent cette musique. Cet orchestre a un sens pour cette musique. Hein. Peut-être qu'ils jouent ça pas tout le temps, mais on sent qu'ils ont un sens pour cette musique. Public très très chaleureux et très attentif. Ouais, c'est pas seulement les applaudissements à la fin qui sont bien sûr très très touchantes, mais c'est surtout l'attention pendant le concert. S'il n'y a pas des bruits, et là il y avait une concentration et ça c'est le plus grand compliment un public peut donner. Et aussi c'est un compliment pour le public ici qui était vraiment s'est mis dans cette histoire. Des nouvelles du pape François à présent. Son état de santé est jugé stable selon un communiqué publié ce matin par le Vatican. Hospitalisé depuis le 14 février pour une double pneumonie, le souverain pontife reçoit régulièrement la visite de ses plus proches collaborateurs. Mais son état de santé inquiète les fidèles. Une situation à laquelle le diocèse de Monaco suit avec attention alors que le temps du carême débute ce mercredi. Bonsoir Christian Venard. Bonsoir Émilie. Les dernières nouvelles de l'état de santé du souverain pontife se veulent rassurantes mais continuent d'inquiéter les fidèles. Son pronostic reste réservé aujourd'hui. Oui, on suit, comme tout le monde et un peu comme toute la chrétienté à travers le monde entier, l'état de santé du pape. C'est un peu le pape, c'est le père commun, c'est celui qui est à la tête de l'Église. Et beaucoup de chrétiens à travers le monde, notamment ceux qui sont dans des pays où ils vivent des grandes difficultés. On peut penser au Moyen-Orient, on peut penser dans tout un tas de pays où les chrétiens sont persécutés. Et pour eux, le pape, ça représente beaucoup. Mais pour nous tous, donc c'est vrai qu'on regarde un peu au jour le jour les bulletins qui sortent de la salle de presse du Saint-Siège. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on est quand même tous inquiets. Le pape est un monsieur quand même très âgé, qui avait déjà des soucis de santé ces dernières semaines. Et ça tient à cœur de tout le monde, et on le fait ici dans le diocèse de Monaco aussi, de prier pour son soutien et pour son réconfort. Il garde toutefois contact avec les fidèles via ses réseaux sociaux. Alors il garde contact avec les fidèles, notamment il y a régulièrement des personnes de la curie qui vont lui rendre visite pour lui rendre compte du travail qui continue à se faire au Vatican. Et puis par exemple dimanche dernier, le pape avait dicté un texte qui a été, alors il ne pouvait pas être lui présent place Saint-Pierre pour l'Angélus, mais ce texte qu'il avait prévu spécialement pour l'Angélus a pu être lu, texte dans lequel d'ailleurs il remercie les milliers, les millions de fidèles qui prient pour lui et dans lequel il dit qu'il se sent soutenu par toute cette prière qui vient du monde entier. Et malgré son état de santé, il continue de gouverner le Saint-Siège. Si vous savez, le Vatican, c'est quand même une très grosse structure et évidemment, heureusement, ce ne sont pas simplement les accros de santé du pape qui font que le travail se fait ou ne se fait pas, mais aujourd'hui, on sait qu'il continue à suivre les dossiers. C'est un homme fort, c'est un homme qui a toujours aimé gouverner, savoir ce qui se passait dans l'Église, et donc je pense que ses collaborateurs ont à cœur de lui présenter, même si c'est allégé, quand même les dossiers les plus importants. Mon père, ce mercredi, marquera l'entrée dans le temps du carême. Autrefois, il y avait des règles strictes à respecter. Aujourd'hui, comment les fidèles vivent ce temps qui tombe 40 jours avant Pâques ?
Exactement, nous rentrons dans ce qu'on appelle la sainte quarantaine, dans ce temps de carême, 40 jours pour nous préparer à Pâques. Alors, il y a toujours des règles qui existent, notamment des règles de jeûne, d'abstinence. Donc, par exemple, le mercredi des cendres, qui commence donc ce mercredi 5 mars, les fidèles sont invités à s'abstenir de viande, à manger moins, à retirer un petit peu de leur superflu, et voire même peut-être parfois du nécessaire. Les vendredis de carême, nous sommes tenus à ne pas manger de viande, comme les autres vendredis d'ailleurs, mais d'une manière plus spécifique pendant ce temps de carême. Et le vendredi saint est aussi une journée de jeûne à laquelle tous les fidèles sont invités, en tout cas tous ceux qui le peuvent. Et puis pendant tout ce temps de carême, si vous voulez, vous avez 3 moyens de se préparer à Pâques, puisque c'est vraiment le sens du carême, c'est ce temps de préparation. Alors ces 3 moyens qui sont précisément le jeûne, alors qui peut se porter sur la nourriture bien sûr, mais aussi sur tout un tas d'autres choses. Je ne devrais pas le dire face à une caméra de télévision, mais on peut jeûner de télévision, on peut jeûner de jeux informatiques, on peut jeûner de tout un tas de choses qui nous encombrent. Le jeûne, nous avons aussi la prière à laquelle nous sommes appelés, un temps pour prier plus, et l'aumône, qui est la 3e voie pour vivre un bon carême. L'aumône, c'est évidemment soutenir des œuvres, c'est aussi peut-être donner de son temps à soi. Et le diocèse propose, lui, une action de carême du diocèse. Cette année, nos regards se sont tournés vers le patriarcat latin de Jérusalem. On connaît tous la situation terrible qui se vit en Israël et dans les territoires palestiniens. Et donc cette année, le diocèse a décidé d'appeler les fidèles de Monaco à la générosité pour une maison de retraite qui est située en Palestine, à Thébé. Et c'est une maison de retraite qui accueille des personnes âgées. Et dans la situation conflictuelle que vit la Palestine, ils ont besoin de notre aide pour pouvoir faire vivre dignement ces personnes âgées qui n'ont autrement aucun soutien. Mon père, pour la première fois depuis longtemps, le carême et le ramadan se chevauchent cette année. Quasiment, à quelques jours près en effet. D'ailleurs, pour le diocèse, nous avons diffusé la semaine dernière une vidéo avec un titre un petit peu provocateur, « Le carême serait-il le ramadan des chrétiens ?» Et dans cette vidéo, nous essayons d'expliquer à la fois les points communs qu'il peut y avoir, cette idée du jeûne, mais la manière de jeûner n'est pas la même, cette idée de l'aumône, enfin voilà, les quelques points communs qui existent, et puis aussi les grandes différences qu'il peut y avoir entre le ramadan et le carême des chrétiens. Et en même temps, c'est bien que dans nos sociétés parfois très sécularisées, de se rappeler qu'il y a des millions, des centaines de millions de gens qui, à travers le monde, pensent qu'il est bon d'ouvrir nos regards, de monter nos regards vers la transcendance, et qu'on ne peut pas simplement considérer l'être humain comme de la matière destinée à un jour à disparaître et qu'il n'y ait plus rien après. Eh bien, merci beaucoup Christian Venard d'avoir été notre invité ce soir pour évoquer notamment ce temps du carême qui débutera donc mercredi 5 mars, le mercredi des cendres. Merci à vous. Merci beaucoup Émilie. Tous les renseignements sur le carême sur le site du diocèse. En basket, la Roca Team prend la tête du championnat suite à sa victoire face à Cholet, 95-84. Si la révélation de la première partie de saison a fait une très belle entame de match, les Monégasques ont fait parler leur expérience pour repartir victorieux des Pays de la Loire. Place désormais à 2 rencontres face au même adversaire, Paris en Euroleague mercredi, puis en championnat dimanche. Mercredi, le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco reçoit Pedro Lima pour une conférence intitulée « L'enfance de l'humanité ». Le journaliste scientifique retracera l'histoire des enfants à l'âge de glace, leur activité et leur rôle au sein de la communauté. Plus d'informations sur le site officiel du musée map.gouv.mc. Place à présent à votre rubrique « Ceux qui font Monaco ». Le nouveau numéro de ce soir met en valeur une enseigne qui propose des produits de luxe éco-responsables et qui s'inspire de l'histoire de la principauté. Il s'agit de Monoikos 1297 que vous fait découvrir Émilie Flamin et Jean-Alexandre Dordet. Les grands monuments de Monaco jusqu'à la vie sportive et la vie princière, l'héritage culturel de Monaco, c'est ce qui est proposé sur des objets luxueux par Monoikos 1297. L'idée est venue que quand nous avions envie de faire des cadeaux monégasques, on était rapidement à court d'idées.
Et un jour, presque comme une blague, on s'est dit on va le créer, nous allons devenir le Hermès Monégasque, avec des produits de luxe qui vont transmettre le patrimoine de Monaco. Et on a commencé, et ça n'a pas trop mal marché, donc on a débuté par des bougies, puis on a commencé par du textile, et petit à petit, on a augmenté notre gamme de produits. Tout commence en 2021 par une histoire d'amitié entre Charlotte et Laetitia, qui partagent le même amour de la principauté. Monoïkos 1297, c'était déjà pour raconter un peu une histoire de Monaco. Monoïkos est un des premiers noms de la principauté qu'on retrouve en fait au VIe siècle avant Jésus-Christ dans les écrits d'Hécatée de Milet. Et 1297, c'était pour rappeler à tout le monde que la dynastie Grimaldi est là depuis 1297, puisque c'est la date de la prise de la forteresse par François Grimaldi. Monoïkos en fait a à cœur de mettre en valeur la principauté, c'est-à-dire que chaque produit, chaque collection raconte une histoire de Monaco et essaie de transmettre un bout du patrimoine culturel, associatif, sportif, historique de Monaco. Au fur et à mesure, jeux, porcelaines, bijoux sont venus compléter le panel d'articles de la marque, toujours avec le même objectif, décliner l'histoire et l'héritage de la principauté à travers des produits de luxe. Nous parlons du Grand Prix, nous parlons du Prince Explorateur, au moment du bicentenaire de la commémoration de la disparition du Prince Albert Ier. Ensuite, nous avons bien évidemment des collections sur ce qui fait notre identité monégasque, que ce soit nos quartiers, notre pays, notre ville, nos symboles. Et c'est à travers 8 grandes collections que la magie opère. Et parce que la marque évolue en fonction de l'actualité, la prochaine collection fera la part belle au Grand Prix avec un focus sur les commissaires de piste. C'est ainsi que se referme ce journal. Dans quelques instants, la météo de Christina Petit, suivie des experts foot. Christophe Paco et Laurent Banide s'intéresseront notamment au phénomène Mika Bierets, déjà auteur de 10 buts en seulement 7 rencontres. Notre photographe Manuel Vitali a choisi de mettre en lumière ce soir l'opération menée par le centre hospitalier Princesse Grace sur la santé des femmes. Passez une très belle soirée et à demain 19 h pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous. Eh bien, demain, la météo sera au beau fixe, un ciel plutôt voilé dans la matinée, mais un beau soleil dans l'après-midi. Des températures assez douces puisqu'elles seront comprises entre 7 et 15 degrés. Et puis sinon, demain, nous souhaiterons une bonne fête à tous les Casimirs, Saint Casimir, patron de la Pologne et de la Lituanie, modèle de pureté et de dévotion. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.